Mai 1941. 500 bombardiers allemands s'envolent pour le plus grand bombardement de Londres de la Seconde Guerre mondiale. Une ultime tentative pour mettre l'Angleterre à genoux. Le même soir, à Augsbourg, un appareil part seul dans la même direction. Le pilote veut emporter la décision à sa manière. C'est son dernier jour de liberté. Pour quelques irréductibles en Allemagne, cet homme devient une idole, et encore aujourd'hui. Mon père a dit plusieurs fois qu'il considérait ces manifestations de jeunes d'extrême droite comme complètement aberrantes et qu'elles nuisaient plus à l'Allemagne qu'elles ne lui profitaient. Pour lui, ils étaient dérangés. Ils n'avaient pas toute leur tête. Mein Führer, Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Hess n'avait aucun regret pour son passé, pour ce qu'il avait fait, pour sa carrière de nazi. Nazi, il est resté jusqu'au bout, ça ne se discute même pas. Il croyait dur comme fer que ce qu'il avait fait était juste. C'est dire si le personnage ne m'était pas particulièrement sympathique. Des complices d'Hitler, il était celui qui avait le plus la foi. Hess travaillait un peu du chapeau. Il avait toujours été comme ça. C'était un romantique, nous le savions tous. Nous savions qu'il avait des lubies très variées, comme de croire aux plantes médicinales et des choses comme ça. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler Sieg Heil! Allahu Akbar, Allah. Hess est né à Alexandrie, en Égypte, hors d'Allemagne, tout comme l'homme sous l'emprise duquel il succombera. Sa famille vit du négoce des denrées coloniales. Il grandit dans des conditions seigneuriales. Il est le premier-né. Le père possède toutes les vertus de l'allemand à l'étranger. La famille Hess était très nationaliste. Le père Hess avait toujours dans son office, son bureau, derrière son fauteuil, un grand portrait de l'empereur Guillaume II, avec la moustache. Et quand c'était son anniversaire, il se faisait servir un verre de vin et buvait à la santé de l'empereur. Chaque été, la famille vient chercher la fraîcheur dans les monts de Fichtelgebirge, à l'écart, loin des réalités de l'Empire. Une jeunesse insouciante. Pour le père, le fils est le prince héritier. Il est envoyé en pension et est destiné au commerce. Rudolf n'a pas son mot à dire. Il a d'ailleurs fait une formation commerciale à Hambourg. Mais pour le père Hess, cela a été très dur de voir que son fils aîné ne devenait pas commerçant, mais suivait sa propre voie. Cette voie conduit à la guerre. Août 1914. Le peuple s'abandonne à l'ivresse trompeuse de l'unité nationale. Comme la plupart des jeunes gens, Rudolf Hess se porte volontaire. Sûr de la victoire, son unité, le 1er régiment d'infanterie bavarois, part pour le front,
le front ouest. Guerre de position. Le champ de bataille façonne l'image que le jeune sous-lieutenant S aura du monde. Obéissance militaire, comme à la maison, et sentiment d'être pris en charge. Euphorique, il écrit à ses parents « Bourgades en flammes, beauté saisissante, guerre ». Même une grave blessure ne parvient pas à mettre un terme à son enthousiasme. À peine remis, S sollicite son intégration dans la nouvelle élite de l'armée, l'aviation. Mais pour les actes d'héroïsme, il est trop tard. Avant même qu'il ait achevé sa formation, la guerre est perdue. Il demeurera fidèle à l'aviation, à sa manière. Malgré la défaite, les anciens combattants jouissent d'un énorme prestige. Même sans baccalauréat, S est admis à faire des études. À l'université de Munich, il fait une rencontre qui sera lourde de conséquences. Le général Haushofer, qui revient lui aussi de la guerre, enseigne la géopolitique et revendique un espace vital à l'Est. Mais le temps n'est pas encore mûr pour cette folie. Munich, novembre 1918. La Révolution rouge est pour S une trahison de l'Allemagne, un coup de poignard dans le dos. Le bouc émissaire est vite trouvé. Die Tatsachen von 1918 und später waren aber so in die Augen springend, dass ich mich zum Antisemitismus bekehren musste. S n'est pas le seul à avoir de telles idées. Il trouve refuge dans un cercle secret fréquenté par le gratin munichois, la société de Thulé. Son quartier général, un hôtel de luxe. Son symbole, la croix gammée. Son idéal, l'homme arien. Les communistes liquident la direction aristocratique de la loge secrète. S échappe de peu au guet-apens. La République rouge des conseils prend fin en mai 1919. Des groupes paramilitaires appelés corps francs s'emparent du pouvoir dans la capitale de la Bavière. L'étudiant S rallie la contre-révolution. Elle devient sa famille politique et il y fait à nouveau une rencontre lourde de conséquences dans les vapeurs des brasseries munichoises. En 1920, mon père est rentré de captivité et Rudolf venait chercher mes frères pour jouer au ballon. Je me souviens de la mère S débarquant chez nous un jour et nous disant « Il y a un homme, vous devez absolument aller l'écouter. Il parle d'une manière vraiment fantastique. » Adolf Hitler, la révélation dans la vie de Rudolf Hess, comme dans celle de beaucoup d'autres. En 1920, Hess se rallie inconditionnellement aux démagogues. Carte du NSDAP numéro 16, il est le 16e inscrit. Il recrute des étudiants pour la SA. Dans les bagarres politiques, il se fait remarquer comme tête brûlée, comme en novembre 23, quand Hitler tente de prendre le pouvoir en Bavière et échoue lamentablement. Le culte funèbre des nazis tués lors du putsch manqué deviendra plus tard le rituel du régime. Toujours au premier rang, Rudolf Hess. Alles das, wir verdanken es mit diesen ersten Männern. Denn wenn damals sie niemand gefunden hätte, für dieses zukünftige Reich einzustehen mit Leib und mit Leben, hätte sie auch später keiner finden können. Mais pour commencer, les premiers hommes se retrouvent derrière les barreaux. Landsberg n'était pas une prison à proprement parler. Il ne faudrait pas vous imaginer. C'était plutôt assez libéral. Alors il y avait la table au milieu,
Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Il y avait le brave policier qui dormait dans son coin, et moi j'étais assise là quelque part. Et je m'occupais comme je pouvais pendant l'heure de visite. Le prisonnier de luxe, Adolf Hitler, fait de son co-détenu son secrétaire particulier. La carrière de Hess commence là où elle s'achèvera, en prison. Avec son concours, naît la profession de foi politique Mein Kampf. Hess écrit à son ami « Je lui suis entièrement soumis, plus que jamais, je l'aime. » Le long chemin du pouvoir, congrès du parti. La bière, les beuveries, les uniformes. Hitler sait mieux que personne exploiter les angoisses de l'époque. Toujours dans son sillage, son secrétaire. Hess organise la campagne permanente pour s'assurer les faveurs des électeurs. Il est heureux d'être au second rang pour servir son maître. Fidélité, soumission absolue, Hitler, le Führer, le guide, le maître, le Messie, et Hess, le disciple. Prêt à tout pour satisfaire son seigneur et maître. Dans les airs aussi, Rudolf Hess est en service. Il n'utilise pas seulement l'appareil du parti pour des campagnes de ralliement, mais aussi pour disperser en rase-motte les rassemblements de la gauche. Cela lui vaut sa seconde condamnation devant le tribunal de grande instance. Le récidiviste est sa fiancée, Ilse Pröll, l'une des premières femmes inscrites au parti. Hess ne manifeste guère d'empressement pour la demande en mariage. Ils étaient tous les deux réservés, surtout mon beau-frère. Il a vraisemblablement fini par se dire qu'il pouvait bien se lier à elle finalement. C'était une époque plutôt agitée après tout. Pour le mariage, Hitler doit le convaincre. Lorsqu'il a enfin lieu, Hitler est son témoin. Ilse Hess devra partager avec lui l'amour de son mari. En janvier 1933, l'époux écrit de Berlin. « Ma mignonne, je ne sais si je rêve ou si je suis éveillé, mais je suis assis dans le bureau du chancelier à la chancellerie du Reich. » Hitler est arrivé à ses fins. Son secrétaire, projeté lui aussi sous les feux de la rampe, est récompensé pour sa dévotion. Hitler fait de lui le suppléant du Führer, une sorte de dauphin au sein du parti. Un titre prometteur. À supposer qu'il soit arrivé quelque chose à Hitler, qu'il soit mort de maladie, ou suite à un accident, ou qu'il ait été assassiné. Je pense que Hess n'aurait jamais été capable de diriger le mouvement. Être le premier serviteur de son chef est pour Hess un accomplissement. Deutschland marschiert und München baut auf. Construire pour la dictature. Dans Munich, appelée par les nazis la capitale du mouvement, naît sous la conduite du suppléant la centrale du parti. Grandiloquence, fête pierre. Mais derrière la façade monumentale se cache un appareil destiné à pénétrer intégralement le peuple. Séduction et violence. Tous les moyens sont bons pour le NSDAP, le parti nazi. L'obéissance aveugle est le fondement du Troisième Reich. Le parti est la pierre angulaire du pouvoir hitlérien et Hess, son administrateur, fidèle et inoffensif.
Il était le suppléant du Führer dans un parti national-socialiste qui, à l'époque déjà, n'avait plus rien à dire. Car le Reich avait déjà évolué vers un régime autoritaire dans lequel Hitler dirigeait comme il l'entendait, sans demander son avis à qui que ce soit. Nous-mêmes, entre nous, nous en venions déjà à considérer le parti comme une sorte de chorale d'association. Une association au règlement plutôt drastique, où on n'y fait pas que chanter. Ceux qui dansent à contretemps sont punis avec la dernière brutalité. Le chef de l'état-major des SA, Ernst Röhm, aspire à trop de pouvoir aux dépens de la Reichswehr, l'armée régulière. Il est exécuté. Hess justifie le meurtre au nom de la raison d'État. So treu, wie der alte SA-Mann zum Führer steht, so treu steht der Führer zu seiner alten SA. Der Führer hat die Schuldigen bestraft. Unser Verhältnis zur SA ist damit wieder das alte. Lutte de pouvoir. Le suppléant a lui aussi besoin d'un secrétaire particulier. Ce sera Martin Bormann, un carriériste sans scrupules. Un spécialiste des coups fourrés, un intrigant qui, peu à peu, détourne à son profit le pouvoir de son chef. C'était un mufle de petite taille, râblé, qui en imposait, qui pouvait être brutal, surtout avec sa femme. Pour autant que nous ayons pu en juger, tout le monde, sauf Himmler, était contre lui. Personne ne l'aimait. Hess se repose de plus en plus sur son secrétaire particulier. Comme Hitler, il répugne au travail fastidieux des dossiers. Il préfère jouer au ministre des Affaires étrangères du parti. Quand les Allemands de l'étranger, comme chaque année, se retrouvent à Stuttgart, l'Allemand de l'étranger qu'est Rudolf Hess joue à domicile. Sa ferveur est aussi pénible que réelle. Hier steht vor mir als Ausschnitt der großen deutschen Volksgemeinschaft, der Volksgemeinschaft, die sich über die Grenzen unseres Reiches hinaus erstreckt. Geht hinaus und berichtet, Deutschland lebt und wird leben, weil ein Adolf Hitler lebt. Hess affectionne particulièrement le rôle de grand prêtre du parti. Wir kommen zum Eide. Ich schwöre Adolf Hitler. Unerschütterliche Treue. Ich schwöre ihm und den Führern, die er mir bestimmt, unbedingten Gehorsam. Hess était une excellente figure de proue pour le parti. On ne pouvait pas douter de son intégrité, même si cette intégrité cachait des choses inavouables. Des choses inavouables dont Hess n'ignore rien. Il habille la terreur qu'exerce le régime d'un langage sec de bureaucrate. Die nationalsozialistische Gesetzgebung hat gegen die Überfremdung korrigierend eingegriffen. Ich sage korrigierend, denn dass im nationalsozialistischen Deutschland das Judentum nicht etwa rücksichtslos ausgerottet wurde, beweist die Tatsache, dass zum Beispiel in Berlin noch immer fast 50% Nicht-Arier zur ärztlichen Kassenpraxis zugelassen sind. Dans le parti, Hess est le donneur de leçons, le monsieur propre. En privé, c'est un puritain. Pas d'alcool, pas de cigarettes. Danser, connaît pas. À Harlakink, la vie familiale fait dans le pantouflard. Le baptême civil de son fils, une petite fête, une poignée d'invités. Le parrain, Adolf Hitler, est immortalisé dans le livre d'or de la famille.
C'est le soir du 9 novembre 1938, la nuit du pogrom, la nuit de cristal. Hess n'est pas au courant de l'ordre d'incendier les synagogues. Il ne fait plus partie du sérail. C'était lors du premier anniversaire de son fils. Toute la famille était rassemblée pour le baptême civil. Nous étions déjà attablés pour le dîner et il est entré le visage vert, je dirais. Évidemment, tout le monde a demandé ce qui se passait. C'est là que j'ai remarqué combien il lui était désagréable de répondre et qu'il ne pouvait pas défendre ce qui s'était passé. Ce dont il a été mis au courant, il en assume la responsabilité. Les lois raciales de Nuremberg de 1935, signées du ministre du Reich, Hess. Interdiction professionnelle pour les médecins et les avocats juifs, signée du ministre du Reich, Hess. L'introduction de la bastonnade pour les juifs en Pologne occupée, proposée par le ministre du Reich, Hess. Il était tout à fait coupable, lui aussi. C'était quelqu'un qui n'avait jamais, sous quelque forme que ce soit, émis une critique contre ce qui se passait à l'époque. Au contraire, il avait pour le Führer la foi des Nibelungen. Bien que le suppléant voie son Führer de plus en plus rarement. Quand Hitler échappe à l'attentat de la brasserie Burger Brau, Hess le transfigure en médium de puissance supérieure. Immer war die Vorsehung mit dem Führer und immer hat sie alles, was seine Gegner gegen ihn unternahmen, letzten Endes zu seinen Gunsten gewandt und damit gewandt zugunsten des deutschen Volkes. Hess souffre d'avoir perdu les faveurs d'Hitler. Il est de plus en plus fâché avec la réalité. Les autres le trouvent bizarre. Rudolf Hess essayait de tenir la chaise en équilibre et en même temps, il regardait fixement la chaise. Et alors, elle retombait quand il retirait les mains, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Moi, je trouvais cela très bizarre. Et je le dis à mon père. Et il me répondit, « Oui, c'est vraiment très bizarre. Monsieur Hess croit à la télékinésie. » À la télékinésie et à l'entente avec l'Angleterre. Le duc de Windsor de visite en Allemagne. Hess voit en cela un signe du rapprochement entre les deux peuples germaniques. Que le sympathisant du nazisme qu'était Édouard n'ait pas le soutien d'une majorité d'Anglais, Hess n'en a cure. Aux côtés d'Hitler, il reçoit des anciens combattants britanniques, vétérans de la Première Guerre entre eux. In Süddeutschland, in Baden wird diese Rhein-Dief-Ebene wird ebenfalls kultiviert. We British never felt anything but great respect for German enemies in the war years across the other side of the trenches. Haben wir sehr viel Land gewonnen heute, dadurch, dass wir gewisse Gebiete, die zurzeit vermoort sind oder die Sümpfe sind und so weiter, dass wir die eben durch den Arbeitsdienst kultivieren. Au début, les Britanniques jouent le jeu. Les accords de Munich. Les puissances occidentales veulent gagner du temps et croient pouvoir amadouer le dictateur par des concessions. Hess est exclu de tout ce jeu diplomatique. L'étrange suppléant n'est plus pris au sérieux par Hitler. Dieu sait si mon beau-frère était surmené et souvent mort de fatigue. Mais il avait compris comment se maintenir en forme. Il repoussait la table, je m'en souviens, chez lui, dans sa chambre, mais aussi dans son bureau de la Wilhelmstrasse. Il s'allongeait à plat ventre sur le sol. Il appelait ça se relaxer, pendant à peu près un quart d'heure. Et puis il se levait d'un bond et il était frais comme un gardon. Hess se réfugie dans la vie privée. Il ne veut pas voir où le dictateur conduit l'Allemagne. Totalement déconnecté de la réalité,
il invoque la volonté de paix allemande quand la guerre est près d'éclater. Der Führer hat Deutschlands Bekenntnis zum Frieden oft genug betont. Und mit Freuden können wir feststellen, dass dieser Weckruf für den Frieden auch in anderen Nationen nicht ungehört verhallt ist. Dass auch Frontsoldaten anderer Nationen mutig ihre Stimme erhoben haben. Und ich bin überzeugt, dass diese Stimmen sich nicht... Ces voix se taisent quand Hitler envahit la Pologne. Blitzkrieg, guerre éclair, victoire rapide. Hess est enthousiaste. Mais il n'est pas de ceux que le chef de guerre rassemble à présent autour de lui. Ständig ergehen vom Führerhauptquartier die entscheidenden Weisungen und Befehle. Sollte mir in diesem Kampfe nun etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Bataillengenosse Göring. Sollte Bataillengenosse Göring etwas zustoßen, ist der nächste Nachfolger Bataillengenosse Hess. Le troisième homme du Troisième Reich prenant le café avec des jeunes filles de la Ligue des jeunes filles allemandes, BDM. La déchéance. Quand Hitler attaque la France, c'est pour Hess la guerre qu'il ne fallait pas faire. La victoire, après 6 semaines. L'armée britannique encerclée à Dunkerque se sauve par la mer. Hitler l'a-t-elle laissé s'échapper? Hess croit que oui. Immer wieder angeboten, eine Freundschaft. Aber Liebe kann nicht nur von einer Seite geboten werden. La victoire à l'Ouest est pour Hitler un triomphe personnel. Dès lors, il se croit infaillible. Il est le plus grand chef de guerre de tous les temps. Il n'écoute plus les conseils, surtout pas ceux venant de son suppléant, lequel, pour le moment, s'intéresse à l'astrologie. Hess a-t-il l'intuition que l'apogée de la liesse populaire est aussi un tournant décisif? Pour lui, la guerre avec l'Angleterre est un malentendu. En secret, il cherche une solution. Mais Churchill ne songe pas à faire la paix avec cette Allemagne-là. Hitler a mal calculé son coup. Ni les bombes, ni les promesses ne peuvent ramener les Britanniques à de meilleures dispositions. Ce jour-là, Hess fut invité à dîner et il vint. Vers la fin du repas arriva le docteur Dietrich, le responsable de la presse pour le Reich. Et il annonça « Mon Führer, les Anglais ne veulent pas ». De quoi il s'agissait? Ça, naturellement, je n'en sais rien. Sur ce, Hitler a dit « Bon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne peux quand même pas prendre un avion et aller me jeter à leurs pieds. » Hitler non, mais Hess oui. Il prend une décision solitaire. Il demande seulement conseil au général Haushofer, son ancien professeur. Hess essaie d'établir le contact avec l'ennemi, mais les services secrets britanniques interceptent le message. Il se met alors en tête d'aller lui-même en Angleterre, sans disposer de l'aval d'Hitler. C'est un cas de haute trahison. Il prend sa décision lors d'une promenade en forêt avec Haushofer. Il m'a dicté le discours. À l'époque, en écrivant, tout ce que je pensais, c'était « J'aimerais bien savoir où M. Hess va faire son discours. Comment il s'imagine qu'il va parler à des officiers britanniques ?» Je n'arrivais pas à comprendre. Mais il m'a fait donner ma parole d'honneur que je ne dirai mot à personne de ce discours.
Chez Messerschmitt, à Augsbourg, il effectue quelques vols d'essai. Et c'est là, ironie du sort, qu'il tient son dernier discours le 1er mai 1941. Mit Wirkung vom heutigen Tage hat der Führer zu Pionieren der Arbeit ernannt. Den Parteigenossen Professor Dr. Willy Messerschmitt. Personne n'a le moindre soupçon. Quand Rudolf Hess dit vouloir démontrer au Führer qu'il est parfaitement apte à l'armée de l'air et que pour cette raison, pour le prouver, il aimerait faire des sorties prolongées, on lui répond à vos ordres, monsieur le ministre du Reich. Nous n'avions aucune raison de ne pas le prendre en considération. Alors on l'a fait, et c'est tout. Le 4 mai, Hess est encore une fois à Berlin. La dernière apparition publique du suppléant. Der Führer gab in seiner großen Rede dem deutschen Volk einen Bericht über die einzigartigen Leistungen unserer Wehrmacht im Feldzug im Südosten. Gleichzeitig hielt er scharfe Abrechnung mit dem Weltbrandstifter Churchill. En cette journée, Hitler n'a plus qu'une chose en tête, les préparatifs de son offensive contre l'Union soviétique. Il est décidé à prendre le risque d'une guerre sur 2 fronts. Il rencontre ensuite son suppléant à la chancellerie. C'est leur dernière conversation en tête-à-tête. Elle dure 4 heures. On a beaucoup glosé sur ce qui s'est dit. Une seule chose est certaine, c'est que Hess croit agir dans le sens voulu par Hitler. À l'époque, quand on faisait de la politique, c'était un peu comme jouer aux cow-boys et aux Indiens. Il y avait toujours du Winnetou là-dedans, du Kalmaï et du Hochschateram qui montrait le bout de leur nez. Ce n'était pas de la politique moderne au sens de Talleyrand ou de Bismarck. 10 mai, 17h45, Augsbourg. Hess s'envole. C'est la pleine lune. Un astrologue a prédit une configuration astrale favorable. Le suppléant s'est préparé dans le moindre détail. À 22h15, il survole la côte écossaise. Son objectif est la propriété du duc d'Hamilton. Hess l'a croisé en 1936. Il pense trouver dans le duc un interlocuteur compétent. Ironie de l'histoire, Hamilton dirige la défense anti-aérienne en Écosse. Sur son ordre, des avions de chasse s'envolent pour descendre l'intrus. Mais Hess a de la chance. À l'extrême nord de l'île, la défense anti-aérienne est encore faible. Il parvient à échapper de justesse à ses poursuivants. Nous ne pouvions pas faire plus. Il volait beaucoup trop vite et beaucoup trop haut. Mais nous étions loin de nous imaginer qu'un appareil unique ferait un tel dégât. Nous avions de l'espoir. Arrivé à quelques milles de son objectif, Hess saute en parachute. Un saut dans l'inconnu. À Berghof, la villa d'Hitler à Berchtesgaden, on ignore tout du vol du suppléant. Jusqu'à ce que les aides de camp de Hess se présentent avec une lettre d'adieu. Hitler est furieux. Comment Hess peut-il me faire une chose pareille? Ça bardait. Que fallait-il faire? Tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Personne ne savait quoi dire. Tout le monde attendait de savoir. Hess est-il arrivé? N'est-il pas arrivé? L'appareil de Hess. Il s'abat sur une colline au sud de Glasgow. Le pilote se retrouve près d'une ferme écossaise. Hess est arrêté par la milice locale qui l'enferme dans un foyer de scouts. On l'interroge. Et alors, le duc d'Hamilton et Ivan Karepatrik sont arrivés aux alentours de minuit.
Comme ils voulaient voir mon prisonnier, moi, je suis sorti de la pièce. Mais j'avais un miroir pour me raser. Je l'ai tenu au-dessus de la porte et ainsi je pouvais voir ce qu'il se passait. Parce que visiblement, c'était une discussion importante. S était assis sur le lit et il parlait de manière véhémente aux deux autres. Londres, le jour suivant. Les ruines après le bombardement allemand. Le Parlement également a été touché. Le Premier ministre Churchill inspecte les lieux. Ce n'est que le soir qu'il entend parler du mystérieux pilote allemand. Mon père a raconté l'histoire à Churchill. Il était seul avec lui et le ministre de l'Air. Churchill lui dit « Êtes-vous en train de me dire que le Führer, suppléant de l'Allemagne, est entre nos mains ?» Et il regardait mon père comme si celui-ci était tombé sur la tête. Et mon père dit « En tout cas, c'est ce qu'il prétend être. » La réponse de Churchill fut « S ou pas S, moi, je vais voir un film avec les Marx Brothers. » Au Berghof, on tente de limiter les dégâts. Que vont penser les alliés de l'Allemagne? Après quelques hésitations, Hitler agit. Il rédige avec Bormann un communiqué radio. Am Samstag, den 10. Mai gegen 18 Uhr, startete Parteigenosse Hess in Augsburg wieder zu einem Flug, von dem bis zum heutigen Tage nicht mehr zurückgekehrt ist. Ein zurückgelassener Brief zeigte in seiner Verworrenheit leider die Spuren einer geistigen Verrückung, die befürchten lässt, dass Parteigenosse Hess das Opfer von Wahnvorstellungen wurde. Der Führer hat sofort angeordnet, dass die Adjutanten des Parteigenossen Hess verhaftet wurden. En prison, à la Gestapo, on m'a présenté sa lettre. C'était peut-être une copie ou bien c'était l'original. Sa lettre d'adieu au Führer. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'était qu'il écrivait « S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à mes gens, aux aides de camp, aux chauffeurs et aux policiers. » Peut-être qu'il s'attendait à des embêtements passagers du Führer. Des embêtements de tous les côtés. S est conduit à la Tour de Londres. Pour le gouvernement britannique, il tombe on ne peut plus mal. Churchill craint que l'on ne soupçonne les Britanniques de négocier en secret avec l'Allemagne nazie, ce qui poserait un problème tout particulier avec l'Union soviétique. Pour le moment, Staline est encore l'allié d'Hitler. Il dédaigne les mises en garde britanniques contre une attaque allemande. Le vol de Hess éveille sa méfiance envers l'Angleterre. Staline se trompe d'ennemi. Quand Hess est arrivé en Angleterre, nous disposions d'informations de nos services secrets que nous transmettions à Staline, disant qu'Hitler se préparait à attaquer la Russie, ce qui signifiait que nous allions avoir un nouvel allié. Starke sowjetische Panzerabteilungen versuchen den Stoß aufzuhalten. Unaufhaltsam geht es weiter vorwärts. Le déclenchement par Hitler de l'opération Barbarossa met un point final à l'affaire Hess. Hitler mène enfin la guerre qu'il a toujours voulu. La guerre d'anéantissement pour un espace vital à l'Est. Le vol du suppléant ne laisse aucun vide dans la direction nazie. Martin Bormann devient l'homme de confiance. Hitler ne nomme pas de nouveau suppléant du Führer. Hitler hat gesagt, dass bei einem Friedensvertrag verlangen würde, dass Hess ausgeliefert würde und dass wegen Hochverrat angeklagt und dann exekutiert werden würde. Une lettre d'adieu à Hitler, écrite en prison. Hess réalise son échec. Il en rumine les raisons. Il fait la première de ses 3 tentatives de suicide. « 4 ans ont passé, terre de ruines.
À Nuremberg, où se déroulaient les congrès du parti, les Alliés jugent les complices d'Hitler. Pour Hess, le retour est un choc. Intérieurement, il vit toujours dans le monde qu'il a quitté au moment de son vol. La vue des accusés était vraiment terrifiante. C'était tellement minable. Tous ces hauts personnages avaient l'air tellement pitoyables. Déjà rien qu'à la façon dont ils se tenaient assis. Ils étaient aussi bizarrement tous mal habillés. Ils avaient maigri aussi. Et leurs beaux vêtements ne leur allaient plus. Mais ils avaient tous l'air d'un tas de pauvres locteux, là, sur leur banc. Hess doit supporter tous les chefs d'accusation, bien qu'il soit parti en Angleterre avant l'Holocauste et avant l'attaque de la Russie. Wenn es richtig ist, dass der Angeklagte verhandlungsunfähig ist, so muss das Hohe Gericht das Verfahren gegen den Angeklagten vorläufig einstellen. Amnesia is not of the type that's a complete blotting out of the personality. Est-il malade? Hess prétend souffrir de perte de mémoire. Conséquence du sérum de vérité pris pendant sa détention ou aliénation mentale? Après 2 semaines de procès, Hess surprend son monde. Vorzubeugen, dass ich für verhandlungsunfähig erklärt werde, gebe ich dem Gericht nachfolgende Erklärung ab. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Le procureur soviétique réclame la peine de mort pour le suppléant. Finalement, il est condamné à perpétuité. Rétrospectivement, cela peut en effet sembler trop sévère. La déclaration finale de Hess, une profession de foi exempte de tout remords. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner 1000-jährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann meines Führers. Ich bereue nichts. À la prison de Spandau, il se retranche toujours plus de la réalité. Il est isolé de ses co-détenus. Les autres sont libérés. Les derniers en 1966. Baldur von Schirach, qui fut chef des jeunesses hitlériennes, et Albert Speer, le ministre de l'armement d'Hitler. Hess est le dernier détenu de Spandau, suppléant à tous les autres. À l'occasion de la libération de Chirac et de Speer, nous avons rédigé en date du 1er octobre 1966 une déclaration que nous avons adressée au chef d'État des 4 puissances tutélaires de Spandau, au pape et à d'autres personnalités. Il a appris et a écrit une très belle lettre disant « J'ai appris que vous aviez déposé une demande en grâce. Sachez que je ne veux pas avoir sur mon costume la même tache que M. von Stein, qui avait adressé une demande en grâce à Napoléon. Et il a eu cette belle phrase « Je mets mon honneur plus haut que ma liberté ». C'est seulement en 1969 que Rudolf Hess autorise sa famille à lui rendre visite. Il s'intéresse toujours autant aux astres. Il lui est interdit d'évoquer son vol en Angleterre. J'ai fini par lui obtenir un lit d'hôpital plus moderne qui se pliait de sorte qu'il pouvait s'y asseoir
Il était plus bas que le précédent, c'était plus facile pour se mettre dedans ou se lever. Sur un côté, il avait des plaques pour réchauffer son repas. Il mangeait beaucoup, vraiment beaucoup pour quelqu'un de son âge. Il composait lui-même son menu. Il avait ses propres cuisiniers pour le préparer, mais sans sel. Cela avait à voir avec son hypocondrie. Et puis, il regardait beaucoup la télévision. C'était son autre dada. Et il aimait surtout beaucoup le tennis et le football. Relève de la garde entre alliés une fois par mois. L'Union soviétique, puissance victorieuse, bloque la libération du plus coûteux prisonnier du monde. La prison de Spandau est aussi pour elle une tête de pont à Berlin-Ouest. Hess devient une pomme de discorde. Des voix venues d'horizons divers réclament sa libération. Ist ein 92-jähriger Greis. Hat keine irdischen Hoffnungen mehr. Welchem Gefühl, welchem menschlichen Wert soll so ein Strafvollzug noch dienen? In der Hitlerzeit gab es keine Gnade. Und heute? Il n'y aura pas de pitié pour le suppléant. Il faut attendre Gorbatchev pour que l'URSS se montre enfin prête à discuter. Mais à 93 ans, Rudolf Hess n'a plus la volonté de vivre. Quand je l'ai connu, Hess passait son temps à récriminer. Il voulait ceci, cela. Il se plaignait sans cesse de toutes sortes de problèmes de santé. Il avait mal ici, là, à son estomac. Et 2 ou 3 mois avant son suicide, il a cessé de se plaindre. Flughafen Berlin-Tegel, heute Mittag. Wolf Rüdiger Hess, der Sohn des früheren Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess, traf in Berlin ein. Er kam, um nach dem Tode seines Vaters gestern Nachmittag mit den Alliierten die Übergabe des Leichnams zu besprechen. La famille croit à un assassinat. Elle entrevoit même un mobile. Et il y a la question du mobile. Pour quel mobile les Anglais l'auraient-ils assassiné? Le mobile, le voilà. Depuis à peu près 20 ans avant sa mort, les Occidentaux avaient fait savoir, pour partie en public et pour partie en coulisses, et j'ai des lettres à ce sujet, où ils disent clairement « Nous sommes prêts à libérer Rudolf Hess pour des raisons humanitaires sans condition ». Ils savaient qu'ils pouvaient clamer cela tant qu'ils voulaient, que le veto russe était de toute façon assuré. Et tout d'un coup, voilà qu'il n'y avait plus ce veto. Rudolf Hess assassiné? Même après sa mort, le suppléant continue de poser des énigmes. Mais il y a une lettre d'adieu. Je cite, « Écrite quelques minutes avant ma mort, je vous remercie tous. » Pour la famille, c'est un faux. C'est le contenu, c'est la forme. Mon beau-père était très soucieux de la forme. Elle n'est pas datée. Elle contenait une formule d'adieu qu'il n'utilisait plus jamais depuis que son fils avait une famille. Et il y a aussi un autre point. Pas une seule fois il ne fait référence aux enfants qu'il aimait beaucoup. Je suis à peu près sûre qu'il leur aurait dit adieu séparément. Une expertise ne relève aucun indice d'une quelconque falsification. La famille fait procéder à une deuxième autopsie. Le résultat, qui contredit sur certains points l'autopsie réalisée par les Alliés, devient l'argument principal de la théorie de l'assassinat. Rien de tel n'apparaît dans notre rapport d'expertise. Et je vous prie de croire que nous avons soigneusement pesé chaque phrase. Quand on le lit attentivement, on n'y trouve rien qui soit de nature à prouver qu'il y ait eu une intervention extérieure. La baraque du jardin de Spandau. Le fil électrique qui a été retrouvé autour du cou du mort. Et puis, un prétendu témoin. Comme c'était un mois où les Américains étaient de garde, il raconte comment 2 membres du SAS, comparables à notre troupe d'intervention d'élite, le GSG-9, en plus brutal apparemment, ont été envoyés en uniforme américain à la prison et après avoir guetté mon père l'après-midi du 17 mai, ils l'ont étranglé dans la baraque située dans le jardin. Le récit du témoin clé.
Rudolf Hess était étendu sur le dos. Et 2 soldats en uniforme, un grand brun et un plus petit, se tenaient là comme des assassins, décontractés. Je veux dire pas des acteurs, mais des vrais tueurs professionnels. 2 inconnus en uniforme américain. Nous en avons retrouvé un. Les 2 auxquels il fait référence, c'était mon brancardier et moi-même. On ne s'était jamais rencontrés. Il ne pouvait pas nous connaître. Nous étions les 2 seules personnes présentes dans cette pièce quand il a fait son apparition. La mort de Rudolf Hess. Il n'existe toujours pas la moindre preuve d'assassinat. Pourtant, l'affaire ne semble pas près d'être enterrée. Oui, c'est un bon scénario, ça fait une bonne histoire pour un polar, si c'est ce que vous cherchez. Et avec toutes ces zones d'ombre, ça ferait un bon livre, et ce serait bien aussi pour la télévision. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas compliqué d'en faire un bon scénario. Le dernier vol. Son enterrement doit être reporté parce que des jeunes d'extrême droite assiègent le cimetière. La folie à laquelle Rudolf Hess n'aura jamais voulu renoncer n'est pas portée en terre avec lui. Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich handelte. Ich bereue nichts.